Ma fiancée voulait une relation libre, mais seulement pour elle, parce que je ne suis qu'un mécanicien. Salut les gars, je balance ça ici parce que j'ai des pensées qui me trottent dans la tête. Moi, 29 ans, je travaille comme mécanicien. J'y suis depuis mes 23 ans, et honnêtement, j'adore ce que je fais. Je répare des choses avec mes mains toute la journée, j'ai une bonne équipe de collègues, et mon patron est plus une figure paternelle qu'un chef. Le salaire est correct, je ne deviendrai pas riche, mais je paie mes factures et j'arrive même à mettre un peu de côté certains mois. Le meilleur dans mon travail, c'est ce projet sur lequel je bosse, la Mustang 1967 de mon grand-père. Cette voiture, c'est quelque chose de spécial. Avant de mourir d'un cancer, papy m'a fait promettre de la restaurer. C'est lui qui m'a tout appris sur les voitures, depuis que j'étais gamin, tellement petit que je devais monter sur une caisse de lait pour atteindre le capot. Il disait toujours qu'on avait de l'huile moteur dans les veines au lieu de sang. Bref, il y a 4 ans, j'ai rencontré Sarah. Histoire assez drôle en fait, son père est aussi mécanicien, il a son propre garage de l'autre côté de la ville. Il a amené un boulot de transmission compliqué à notre atelier pour un deuxième avis, m'a vu bosser et a décidé de jouer les entremetteurs. Il m'a demandé de jeter un œil à la voiture de sa fille. Apparemment, la clim déconnait. Classique coup de père, non. Quand Sarah est venue récupérer sa voiture, on a tout de suite accroché. Elle bossait comme simple employée de bureau dans une agence de marketing au centre-ville. Rien de spécial. On est allé prendre un café, on a parlé des heures. Elle semblait vraiment s'intéresser à mon boulot, me poser des questions sur les voitures que je réparais. Encore mieux, elle s'entendait super bien avec ma famille. Ma mère l'a pratiquement adoptée après son premier dîner du dimanche. On a emménagé ensemble après 2 ans. Petit appart sympa au centre-ville. Sarah venait souvent au garage le week-end, traînait pendant que je bossais sur la Mustang de papy. Elle avait même sa propre salopette. Elle m'aidait à poncer des pièces, me passait les outils, apprenait à quoi servait chaque élément. On avait prévu d'utiliser la Mustang comme voiture de mariage, décorée de fleurs. La vie était plutôt géniale. On avait nos habitudes. Elle préparait le dîner certains soirs, moi d'autres. Oui, un mécano peut cuisiner aussi. On regardait des films, on sortait avec des amis, on allait à des repas de famille. Rien d'extraordinaire, mais c'était parfait pour nous. Mes potes du garage l'adoraient. Leurs femmes l'invitaient à des soirées entre filles. Tout roulait. Même nos disputes étaient banales. Genre elle râlait parce que je laissais mes bottes de travail dans le salon, et moi je râlais parce qu'elle laissait ses serviettes mouillées sur le lit. Mais on réglait toujours les choses. On avait une règle, ne jamais se coucher fâché. Je prévoyais ma demande en mariage depuis un moment, j'avais économisé pour une bague pas énorme, mais jolie. Je l'ai faite à la maison de mes parents, pendant le dîner du dimanche, avec nos 2 familles présentes. Sarah a pleuré. Des larmes de joie. Ma mère a pleuré. Sa mère aussi. Même mon père avait quelque chose dans l'œil, si vous voyez ce que je veux dire. On a tout de suite commencé à préparer le mariage. Rien de tape à accent grave l'œil. Cérémonie dans une petite église locale. Réception au centre communautaire où Sarah avait fait du bénévolat. Elle voulait que ce soit simple, disait qu'elle préférait mettre l'argent dans notre avenir plutôt que tout cramer pour une journée. Puis il y a environ 3 mois, tout a changé. Sarah a eu une grosse promotion dans sa boîte. Elle est passée de simple employée à senior brand strategist ou je ne sais quoi. Elle était super excitée, me parlait de tous ses projets sur lesquels elle allait bosser. J'étais fier d'elle, vraiment. Elle avait bossé dur pour ça. Mais si j'avais su ce qui allait suivre. Après cette promotion, tout a changé chez Sarah. Et elle était tellement évidente dans sa manière d'agir. Sérieusement, elle croyait quoi? Que j'étais stupide juste parce que je répare des voitures au lieu de bosser derrière un ordinateur? Tous les matins, elle passait 1 heure à se préparer. Nouveau maquillage, nouvelle coiffure, des vêtements hors de prix qu'elle commandait en ligne. On parle de chemisier à 300 $. J'ai vu la facture de carte bleue en payant le loyer. Ça représente presque 2 jours de mon salaire, juste pour un haut. Son supérieur, Marc, commençait à programmer plein de réunions d'urgence tard le soir. Franchement, combien de crises peut avoir une boîte de marketing? Ce n'est pas comme s'il sauvait des vies ou réparait des voitures en panne sur l'autoroute comme mon pote Tony. Mais Sarah rentrait à 21 h, parfois 22 h, disant qu'ils avaient perdu la notion du temps sur un projet. J'ai commencé à remarquer d'autres trucs aussi. Elle posait toujours son téléphone face contre la table quand j'étais là. Elle sortait sur le balcon pour prendre des appels, même quand il gelait. Une fois, je me suis levé la nuit pour aller aux toilettes et je l'ai vue en train d'écrire à quelqu'un à 1 h du matin. Quand elle m'a vu, elle a éteint son téléphone d'un coup et a fait semblant de dormir. Le pire, c'était son attitude avec mes amis et ma famille. Ce sont des gens bien, du genre à te donner leur dernier dollar si tu en avais besoin. Mon meilleur pote Ray et sa femme avaient eu un bébé, ils nous ont invités à dîner. Sarah a passé tout le repas à regarder son téléphone sous la table, puis a dit qu'on devait partir tôt parce qu'elle avait mal à la tête. 1 heure plus tard, je l'ai vu poster une photo sur Instagram, dans un bar à vin avec ses collègues. Une autre fois, ma sœur Amy avait besoin d'aide pour déménager. Sarah adorait Amy, elles étaient comme des meilleures amies. Amy lui avait même demandé d'être sa demoiselle d'honneur l'année dernière.
Mais soudain, Sarah était trop occupée, disait qu'elle devait préparer une grosse présentation. Alors j'y suis allé seul. Et là, un nouveau voisin d'amis, qui bosse aussi dans la boîte de Sarah, m'a dit qu'il n'y avait aucune grosse présentation cette semaine-là. À la maison, c'était pareil. Avant, on cuisinait ensemble presque tous les soirs. Rien de gastronomique, mais c'était notre truc. Elle coupait les légumes, moi je m'occupais de la viande, et on parlait de notre journée. Maintenant, elle sortait tout le temps dîner avec son équipe, ou allaient les networkers autour d'apéro. Quand elle était à la maison, elle commandait des plats hors de prix et mangeait en fixant son téléphone. Vous vous souvenez de la Mustang dont j'ai parlé? Sarah avait complètement arrêté de venir au garage. Avant, c'était notre rituel du samedi. On bossait sur la voiture, on allait déjeuner dans ce petit resto mexicain du coin, c'était toute une journée. La patronne, Maria, me demande encore de ses nouvelles. Maintenant, Sarah disait que le garage était trop sale, qu'elle ne pouvait pas risquer d'abîmer ses vêtements de travail. Comme si elle ne pouvait pas se changer. Un samedi, j'avais pris un shift en plus au garage. Sarah m'avait dit qu'elle allait faire du shopping avec ses collègues. Puis mon cousin Tim m'a envoyé une photo, il avait vu Sarah et Marc dans un resto chic à l'autre bout de la ville. Clairement pas en train de faire les magasins. Ils étaient assis très proches, en train de rire. Tim m'a demandé si je savais qu'elle était là. J'ai joué la carte du cool, j'ai répondu oui, sûrement un déjeuner de travail. Mais Tim n'est pas idiot. Il m'a juste renvoyé au bro, et j'ai su qu'il pensait comme moi. Alors j'ai commencé à observer davantage. J'ai remarqué que ces événements professionnels tombaient toujours les jours où j'avais des shifts tardifs au garage. Et qu'elle devenait nerveuse si je disais que je voulais passer à son bureau pour lui apporter un déjeuner. Une fois, j'ai vraiment essayé de la surprendre avec un sandwich de son deli préféré. La secrétaire m'a dit qu'elle était en réunion, mais sa voiture n'était même pas sur le parking. Le coup de grâce, c'était un week-end où on devait aller choisir des fleurs pour le mariage. Sarah a annulé à la dernière minute, prétextant une réunion stratégique d'urgence. Encore ces soi-disant d'urgence en marketing. J'étais plutôt énervé. J'ai appelé son boulot pour laisser un message à propos de nos projets de dîner. Devinez quoi? La secrétaire de Marc m'a dit qu'ils étaient tous les deux absents du bureau ce jour-là. Aucune réunion. Avec le recul, les signes étaient tous là. Le mot de passe sur son téléphone. Les horaires de travail bizarres. Les nouveaux vêtements. Les textos constants. Sa façon de sursauter chaque fois que son portable vibrait. Le fait qu'elle ne voulait plus passer de temps avec ma famille. Ses remarques sur mon travail, mes fringues, mes amis, comme si la vie qu'on avait construite ensemble n'était soudainement plus assez bien pour elle. Je savais qu'il se passait quelque chose, mais j'ai laissé faire, attendant de voir. Mais vous savez ce qui est drôle? Pendant tout ce temps, j'ai continué à bosser sur la Mustang. Chaque moment libre, j'étais au garage à la retaper. Mon grand-père disait toujours, « Fiston, quand la vie devient compliquée, concentre-toi sur ce que tu peux réparer avec tes mains. » Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai gardé la tête baissée, travaillé sur la voiture, et attendu que Sarah montre son vrai visage. Et mon Dieu, elle l'a bien montré. Tout est arrivé un soir. Un mardi, rien de spécial. Je venais de finir un shift de 10 heures au garage. Tout ce que je voulais, c'était une douche, manger quelque chose, et peut-être regarder quelques vidéos YouTube sur la restauration de voitures anciennes. Sarah était déjà à la maison quand je suis rentré, ce qui était bizarre vu qu'elle travaillait tard presque tous les soirs. Elle avait commandé des sushis de ce resto chic du centre-ville, encore un drapeau rouge, parce qu'elle ne prend ça que quand elle essaie de m'amadouer pour quelque chose. La dernière fois, c'était quand elle avait rayé mon pick-up en sortant de l'allée. On était assis sur le canapé, elle ne touchait presque pas à sa nourriture, se contentait de la pousser avec ses baguettes. Elle portait encore une de ses nouvelles tenues hors de prix, maquillage complet et tout, alors qu'elle était soi-disant rentrée depuis des heures. Je savais ce qui allait arriver. Je l'attendais même. J'avais déjà un plan en tête pour le moment où elle aurait enfin le courage de le dire. Alors je restais là, à manger, en attendant qu'elle prenne son courage à deux mains. Finalement, elle pose son téléphone. Première fois depuis des mois qu'elle le fait d'elle-même. Elle se tourne vers moi avec un air super sérieux. « Il faut que je te dise quelque chose, dit-elle, toute dramatique et solennelle. Normalement, c'est le genre de moment où un gars commence à paniquer, non? Mais comme je l'ai dit, je m'y attendais. Alors je la regarde et je dis simplement, quoi de neuf? L'air détaché, comme si je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Elle commence son petit discours, qu'elle avait visiblement répété. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. À ça, je parie que oui. Et je pense qu'on devrait peut-être explorer d'autres options avant le mariage. Elle parlait doucement, comme si elle expliquait quelque chose à un gamin. Je prends une autre bouchée de sushi, l'air pensif. Puis elle lâche la bombe, je pense qu'on devrait essayer une relation libre. Mon estomac s'est noué. Sarah s'était toujours moquée de ses amis qui tentaient ce genre de relation, disait que c'était stupide, et ne l'avait jamais envisagé pour nous. Mais là, à quelques mois du mariage, ça ne pouvait pas sortir de nulle part. Je savais qu'il y avait anguille sous roche. J'avais envie de hurler, mais en voyant son visage, tout excité et impatiente d'entendre ma réponse, j'ai décidé de jouer le jeu.
C'est là que mon plan entrait en scène. Au lieu de me mettre en colère, comme elle s'y attendait sûrement, j'ai posé mes baguettes, pris une grande inspiration et dit « Tu sais quoi ? J'y pensais aussi, en fait. Vous auriez dû voir sa tête. » Comme si quelqu'un venait d'annuler son émission de télé préférée. Sa mâchoire est littéralement tombée. J'ai continué, de plus en plus à fond dans mon rôle. Je suis tellement content que tu en parles. Je me demandais comment aborder ça avec toi. C'est parfait. Je souriais comme si je venais de gagner à la loterie. Elle s'est mise à bégayer, complètement surprise par ma réaction. Tu y avais pensé toi aussi ? Carrément, j'ai répondu en sortant mon téléphone. En fait, tu vois la nouvelle réceptionniste de ton bureau ? Jessica, la rousse ? Tu pourrais me filer son numéro ? Elle a l'air super sympa, et elle est toujours adorable quand je passe. Là, le visage de Sarah a changé du tout au tout. On pouvait littéralement voir le moment où son plan s'écroulait. Elle est passée de choquée à furieuse en une demi-seconde. Jessica ? Pourquoi tu voudrais son numéro ? J'ai joué l'idiot. Bah, si on a une relation libre, je me suis dit que je pourrais commencer par elle. Elle m'a dit qu'elle aimait les voitures anciennes la dernière fois que je suis passé. Je pourrais lui montrer la Mustang. Sarah a bondi du canapé comme si elle s'était brûlée. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle pratiquement. Pourquoi pas, ai-je demandé, toujours d'un ton hyper calme. C'est pas ça, une relation libre ? On sort tous les deux avec d'autres personnes ? Et là, tout est sorti. Le moment où j'ai su exactement ce qu'elle pensait de moi. Selon Sarah, je ne suis pas au bon niveau professionnel pour sortir avec quelqu'un comme Jessica. Apparemment, je dois d'abord travailler sur moi-même. Et le meilleur ? Elle pense que la relation libre devrait être à sens unique. Juste pour elle, parce qu'elle vit une croissance personnelle grâce à son nouveau poste. J'ai pas pu m'en empêcher, j'ai éclaté de rire, un vrai fou rire. Alors laisse-moi comprendre, ai-je dit en m'essuyant les yeux. Tu veux que je t'autorise à me tromper pendant que moi je reste à la maison à bosser sur ma carrière ? C'est bien ça ? Elle s'est énervée, s'est mise à pleurer, disant que je ne comprenais pas et que je déformais ses propos. Qu'un gars dans ma situation devrait être plus compréhensif vis-à-vis de ses besoins. Qu'avec son nouveau titre, elle doit pouvoir networker correctement. Networker, j'ai répété. C'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui ? C'est ça que tu fais avec Marc pendant toutes ces réunions d'urgence tard le soir ? Son visage à ce moment-là, inestimable. On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Elle s'est mise à bafouiller que j'étais parano, insécure, que mon manque de confiance en moi ressortait. Moi, je restais là, à manger mes sushis, à la regarder s'enfoncer toute seule. Chaque excuse qu'elle sortait confirmait ce que je savais déjà. Ce n'était pas une question de relation libre. Ni de croissance, ni de networking, ni de tous ces jolis mots corporate. C'était juste qu'elle pensait m'avoir dépassé. Que son nouveau titre la rendait soudainement supérieure au gars qui répare des voitures. Qu'elle méritait de passer à mieux tout en me gardant comme plan de secours. Eh bien, j'avais des nouvelles pour elle. Ce mécano travaille peut-être avec ses mains, mais il n'est pas idiot. Et il n'est certainement pas le plan B de qui que ce soit. Après cette soirée, je suis allé dormir chez Paul. Sa femme, Jenny, m'a préparé leur chambre d'amis. Elle n'a pas accepté que je refuse. Elle m'a même fait le petit-déj le lendemain matin. Des pancakes et tout. De vrais amis, vous voyez ? J'ai appelé mon patron dès le matin. Je lui ai tout raconté. Il me connaît depuis que j'étais ado, quand je traînais dans son garage après l'école pour apprendre les voitures avec mon grand-père. Il est comme un deuxième père pour moi. Prends ta journée, il m'a dit. Dave peut s'occuper de tes rendez-vous. Puis il a ajouté, tu sais ce que ton grand-père dirait maintenant ? Fais confiance à ton instinct, gamin. Et mon instinct hurlait qu'il y avait plus dans cette histoire. Beaucoup plus. Alors au lieu d'aller travailler, j'ai garé mon pick-up, pas la Mustang, trop voyante, en face de notre immeuble à 7h du matin. La voiture de Sarah était encore là. D'habitude, elle part pour le boulot vers 7h30. J'ai attendu. Et à 7h25 pile, elle sort. Tout apprêté dans une de ses nouvelles tenues, sac de créateur, le package complet. Mais au lieu de se diriger vers son bureau au centre-ville, elle prend la direction complètement opposée. Je la suis, en gardant quelques voitures entre nous. Pas très fier de jouer les détectives, mais je devais savoir. Après une quinzaine de minutes, elle se gare dans un complexe chic, Riverside Towers. Tu sais, ces appartements de luxe hors de prix où vivent tous les jeunes cadres. Et qui sort l'accueillir ? Marc. Le fameux Marc. Monsieur parfait, mon superviseur. Costume hors de prix, coiffure impeccable, chaussures brillantes. Ils n'ont même pas essayé de faire semblant. Ils se sont mis à s'embrasser là, sur le parking, comme s'ils l'avaient déjà fait 100 fois. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber mon téléphone, mais j'ai réussi à filmer. J'ai pris des photos aussi. Une partie de moi voulait sortir du pick-up et les confronter sur place. Mais franchement, il ne valait pas une accusation d'agression. Alors j'ai juste regardé, impuissant, les voir monter dans sa voiture ensemble, tout amoureux. Ils ne sont pas allés au bureau. Non, ils sont partis dans un resto huppé du centre-ville pour le petit-déj. Ça doit être sympa d'avoir le temps pour ça un jour de semaine. Pendant ce temps, les gars de mon garage avaient déjà 2 heures de boulot dans les pattes.
Je suis retourné chez Paul après ça. Jenny a vu ma tête et a tout de suite compris. Je leur ai montré la vidéo. Paul s'est mis à jurer comme pas possible. Mais Jenny? Elle est devenue très calme, puis elle a dit quelque chose qui m'a frappé de plein fouet. Tu sais que ça n'a rien à voir avec ton métier de mécano, pas vrai? C'est juste qu'elle est infidèle. Elle l'aurait fait peu importe ton boulot. Elle avait raison. Ce n'était pas une question de classe sociale ou de carrière. C'était juste Sarah, égoïste, qui pensait pouvoir tout avoir, le fiancé fidèle à la maison et la liaison chic avec son patron. Elle savait ce qu'elle faisait. Ce n'était pas une erreur. Pas une curiosité passagère. Elle avait déjà pris sa décision, sûrement bien avant de m'en parler. Et ça faisait encore plus mal. La femme avec qui je croyais passer ma vie ne se contentait pas de me trahir. Elle était prête à me mentir droit dans les yeux et à présenter ça comme une idée, éclairée, qu'on devrait explorer ensemble. Mais ce qui m'a piqué encore plus, c'est la façon dont elle m'a regardé après sa promotion. Comme si je n'étais plus à son niveau. Comme si le gars qu'elle appelait autrefois, un vrai homme, était devenu moins que rien. J'étais son rock, celui qu'elle admirait, celui dont elle se vantait. Il peut tout réparer, disait-elle. Il est solide, fiable, un vrai homme. Mais maintenant, j'étais juste le mec chez qui elle rentrait le soir, après avoir passé ses journées dans un bureau brillant avec des gens qu'elle jugeait supérieurs. Elle ne me respectait plus. Et honnêtement, c'était pire que la tromperie. Alors j'ai passé le reste de la matinée au téléphone. D'abord le lieu de réception. Heureusement qu'ils avaient une clause d'annulation. J'ai perdu mon acompte, mais tant pis. Puis les traiteurs, le Digi, tous ces prestataires auxquels tu ne penses jamais jusqu'au jour où tu dois tout annuler. La fleuriste a même pleuré quand je lui ai dit ce qui s'était passé. Elle m'a raconté que son mari avait fait la même chose des années plus tôt. Elle m'a remboursé intégralement et m'a dit d'utiliser l'argent pour m'offrir quelque chose de bien. Les gens peuvent vraiment être gentils parfois. Ensuite, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis des semaines. Je suis allé chez les parents de Sarah. Son père est mécano lui aussi, il a son propre garage de l'autre côté de la ville. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Sarah. Il avait amené une voiture chez nous pour un deuxième avis, il m'avait vu bosser et avait pensé que je serais bien pour sa fille. Sa mère m'a ouvert, l'air surprise. « Chérie, tu ne devrais pas être au travail ?» a-t-elle demandé. Puis elle a vu ma tête. « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré la vidéo. Son père est arrivé. Et là, je n'ai jamais vu quelqu'un devenir aussi rouge aussi vite. Il se mettait à marcher de long en large, à se passer les mains dans les cheveux, exactement comme Sarah le fait quand elle est stressée. « Depuis combien de temps ?» a demandé sa mère d'une voix douce. « Je ne sais pas exactement, » j'ai dit. Mais je parierais depuis sa promotion. Son père s'est figé. La promotion qu'elle a eue juste après que Marc soit devenu son superviseur? J'ai hoché la tête. Tout s'éclairait maintenant. Sa mère s'est mise à pleurer. On l'a élevé mieux que ça, répétait-elle. Son père avait l'air brisé, comme s'il avait échoué. Ce n'est pas votre faute, je leur ai dit. Vous l'avez élevé correctement. Elle a juste fait un autre choix. Je leur ai montré aussi les relevés de cartes bancaires, tous les restos, les hôtels. Des captures de ses publications Instagram de soirée, professionnelles, où je savais qu'elle était avec Marc. Elle m'a demandé une relation ouverte hier soir, et je finis par dire. Mais seulement pour elle. Selon elle, je ne suis pas assez sophistiqué pour sortir avec d'autres. Son père a frappé la table du poing. Sophistiqué? C'est comme ça qu'ils appellent l'adultère maintenant? On a continué à parler un moment. Ils n'arrêtaient pas de s'excuser, mais je leur ai dit qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Ce n'était pas eux qui m'avaient trompé. Avant de partir, son père m'a serré dans ses bras. Tu seras toujours le bienvenu ici. Tu es le fils que je n'ai jamais eu. Je suis reparti chez Paul, étrangement en paix. Oui, mon mariage était annulé. Oui, ma fiancée me trompait avec son patron. Oui, j'avais perdu des acomptes. Mais tu sais quoi? Pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus l'impression de ne pas être à la hauteur. Je n'avais plus besoin de m'excuser pour mon boulot, mes amis ou qui j'étais. J'ai envoyé un texto à mon patron, je reviens demain. J'ai une Mustang à finir. Sa réponse? C'est mon gars. Ton grand-père serait fier. Et tu sais quoi? Je crois bien qu'il le serait. Pas parce que j'ai pris Sarah en flagrant délit, mais parce que je n'ai pas laissé qui que ce soit me faire honte de qui je suis ni de mon métier. Le lendemain, vers midi, la mère de Sarah m'a appelé. Elle m'a dit que Sarah n'arrêtait pas de les harceler au téléphone, en pleurs, répétant que j'étais déraisonnable et que je devais réfléchir. Elle ignorait que j'avais déjà montré les preuves. Sa mère m'a demandé de revenir. Elle a dit que Sarah venait dîner et qu'il était temps de mettre fin à ce cirque. J'en avais pas trop envie, mais son père a pris le combiné. Fiston, tu as le droit de dire ce que tu as à dire, et elle doit affronter ce qu'elle a fait. Alors me voilà, assis dans leur cuisine à 18h, aidant sa mère à préparer le dîner comme je l'avais fait des dizaines de fois. Presque normal, sauf pour la tension dans l'air. Son père était dans son garage, oui, il en a un aussi, probablement pour essayer de garder son calme. Puis on a entendu la voiture de sa mère a serré ma main et m'a soufflé, reste fort. Sarah est entrée comme si de rien n'était, toujours en tenue chic de boulot. Puis elle m'a vu au comptoir.
Son visage est devenu livide. Qu'est-ce qu'il fait là? A-t-elle lancé, en regardant sa mère. Avant que quelqu'un puisse répondre, son père est sorti du garage, s'essuyant les mains sur un chiffon, exactement comme je le fais au travail. Assieds-toi, a-t-il dit, avec cette voix de parent quand tu es dans de sales draps. Sarah s'est assise. Certaines habitudes ne changent pas, même quand on est une cadre brillante en marketing. Alors, a continué son père, ça fait toute la journée que tu nous appelles en disant que ton fiancé est déraisonnable. Le voilà. Parle, dit son père. Sarah a recommencé tout son discours. Sur le fait qu'on s'éloignait. Qu'elle avait besoin d'espace pour explorer. Que j'étais trop contrôlant et que je ne soutenais pas assez sa carrière. Sa mère continuait de cuisiner, mais je voyais bien qu'elle secouait la tête. Quand Sarah a fini, son père m'a regardé. Montre-lui. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la vidéo de ce matin, l'ai posée sur la table et j'ai appuyé sur lecture. Le visage de Sarah est passé de la confusion à l'horreur en se voyant embrasser Marc sur ce parking. Ce n'est pas. Balbutia-t-elle. Pas quoi? Ai-je demandé. Pas ce que ça a l'air? Parce que ça a l'air que tu embrasses ton patron à 7h30 du matin alors que tu es censé être au travail. Ça a l'air que tu sors de son immeuble de luxe. Ça a l'air que tu mens à tout le monde. Sa mère s'est enfin retournée. Depuis combien de temps, Sarah? Depuis combien de temps ça dure? Sarah a commencé à pleurer. Ce n'est pas ce que tu crois. Elle a essayé encore une fois. J'ai sorti les relevés de carte bancaire ensuite. Ses dépenses au grand hôtel. Ça non plus, ce n'est pas ce qu'on croit. Les dîners pour deux dans des endroits où je ne suis jamais allé. Toutes ces réunions d'urgence qui avaient toujours lieu quand je faisais des heures sup. Son père n'avait pas bougé de son coin près de la porte du garage. On t'a élevé mieux que ça, dit-il doucement. Ça l'a frappé plus fort que tout le reste. Tu ne comprends pas, sanglota-t-elle. Marc, il voit mon potentiel. Il sait ce que je peux devenir. On est pareil. On a les mêmes objectifs. Des objectifs? La couper son père. Comme tromper ton fiancé? Comme mentir à ta famille? C'est de ce genre d'objectif que tu parles? Je restais assis là, à la regarder s'embrouiller, à voir ses parents découvrir qui leur fille était vraiment devenue. C'était triste, honnêtement. Tu sais ce qui est le pire? Ai-je fini par dire. Tu aurais pu simplement me le dire. Si tu ne voulais plus m'épouser, si tu étais tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, tu aurais pu me le dire. Au lieu de ça, tu m'as fait croire que je n'étais pas assez bien parce que je travaille de mes mains, comme si je devais avoir honte d'être mécanicien. Sa mère s'est approchée et a posé ses mains sur mes épaules, comme pour me protéger. Ton père est mécanicien, dit-elle à Sarah. Il n'était pas assez bien, lui non plus? Ça a fait mouche. Sarah a regardé son père, toujours en bleu de travail, chiffon encore à la main. Il avait payé les études de 2 enfants avec ce soi-disant « travaille pas assez bien ». Papa, je ne voulais pas. Assez, l'a-t-il coupé. Tu veux jeter un homme bien qui t'aime? Qui travaille dur? Qui est honnête? Qui t'aide à préparer ton avenir? Très bien. Mais ne viens pas dans ma maison faire comme si travailler de ses mains était une honte. Sarah a tenté une autre approche. J'ai besoin de plus que. Elle a désigné vaguement la cuisine. Le repas simple de sa mère, les vêtements de travail de son père, moi. Plus que quoi? A demandé sa mère. Plus que l'amour? Plus que le respect? Plus qu'une famille qui ferait tout pour toi? Je me suis levé alors, et j'ai dit ce que j'étais venu dire. J'annule le mariage. J'ai déjà commencé les démarches. Tu peux dire à Marc qu'il n'aura plus besoin de se cacher. Marc est marié, a lâché son père soudainement. On s'est tous tournés vers lui. Ouais. Je l'ai cherché après que tu m'as montré la vidéo. Il a une femme et 2 enfants en banlieue. Mais je suis sûr qu'il voit très bien ton potentiel. Le visage de Sarah. C'est laquelle a enfin compris. Elle n'était pas spéciale. Elle n'allait pas vers un futur extraordinaire avec Marc. Elle n'était que la dernière aventure de bureau d'un type qui faisait sûrement ça tout le temps. A-t-elle commencé, mais je n'écoutais déjà plus. Garde la bague. Revends-la. Paie-toi des fringues de luxe, peu importe. Je ne veux plus rien de toi. J'ai serré sa mère dans mes bras, j'ai serré la main de son père. En partant, j'ai entendu Sarah craquer pour de bon. Et sa mère lui dire, les actes ont des conséquences, ma chérie. Je suis monté dans mon pick-up, je suis resté assis 1 minute. On entendait encore Sarah pleurer par la fenêtre ouverte de la cuisine. Moi, je ne ressentais plus rien. Cette femme ne m'appartenait plus, je n'avais plus à m'en soucier. Alors j'ai démarré et pris la route du garage. Une Mustang m'attendait, et pour la première fois depuis que tout ça avait commencé, je savais exactement où j'allais. Après toute cette histoire avec Sarah et ses parents, je me suis jeté dans le travail, à fond. Mon patron devait presque me mettre dehors certains soirs. Je faisais mes heures normales, puis je passais des heures sur la Mustang. Le patron avait commencé à m'apporter le dîner, inquiet que je ne mange pas correctement. En face du garage, il y a un petit café. Rien de spécial, juste du bon café et des plats simples. J'ai commencé à y aller pendant mes pauses déjeuner, parce que j'avais besoin d'un endroit calme où réfléchir, loin des pièces détachées et des collègues inquiets. La première fois, je ne levais presque pas les yeux de mon téléphone.
Je gérais encore un autre texto de Sarah qui essayait de s'expliquer. Une serveuse est arrivée, elle s'appelle Mia, grands yeux, et elle a juste attendu. Pas pressée, pas agacée. Quand j'ai enfin levé la tête, elle avait ce sourire patient, comme si elle comprenait. Journée difficile? M'a-t-elle demandé en tenant la cafetière. J'ai juste hoché la tête et elle m'a rempli ma tasse. Vous voulez de la compagnie avec ce café, ou plutôt de l'espace? La question m'a surpris. J'ai levé les yeux et ses grands yeux m'ont déstabilisé. Profond, chaleureux, stable, comme s'il voyait clair à travers le chaos dans ma tête. La plupart des gens s'imposent dans ta vie, tu vois? Mais elle demandait vraiment. De l'espace, si ça ne vous dérange pas, j'ai dit. Pas de problème. Faites signe si vous voulez un autre café. Et elle m'a laissé tranquille. Pas de bavardage forcé, pas de manège autour de ma table. Juste moi, mon café et mes pensées. J'ai commencé à y aller presque tous les jours. Mia travaillait souvent au service du midi. On a commencé à parler petit à petit. J'ai appris qu'elle bosse là pendant qu'elle finit ses études d'infirmière. Elle aime les horaires flexibles, et les clients réguliers lui servent d'entraînement pour la relation patient. Un jour, c'était calme, elle s'est assise en face de moi avec son propre café. « Ça ne te dérange pas ?» a-t-elle dit. Mes pieds me tuent. On a commencé à discuter. Elle a remarqué la graisse sous mes ongles. Ouais, ça part jamais complètement. Et au lieu de faire une grimace dégoûtée, comme Sarah faisait, elle s'est exclamée toute excitée, « Oh mon Dieu, t'es mécanicien? C'est génial !» Il se trouve qu'elle s'était fait arnaquer pendant des années dans les garages parce qu'elle n'y connaissait rien. Je te jure, ils voient une femme entrer et ils ajoutent direct $100 à la facture, a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. Avant même de m'en rendre compte, je lui ai proposé de lui apprendre quelques bases en mécanique. Juste pour qu'elle sache quand on essaie de l'arnaquer. Elle s'est illuminée comme si je lui avais offert $1 million. Vraiment? Tu ferais ça? Nous avons fixé un rendez-vous pour ce week-end-là. J'ai apporté mes outils sur le parking de son immeuble, je lui ai montré comment vérifier son huile, changer un pneu, ce que signifient tous les voyants du tableau de bord. Elle prenait des notes dans un petit carnet, posait des questions intelligentes. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la façon dont elle traitait tout ça comme un savoir précieux, pas comme un sale boulot au rabais. Elle voulait vraiment apprendre, elle est même allée sous la voiture avec moi pour voir où se trouvait le bouchon de vidange, sans se soucier de salir ses vêtements. Après ça, elle a commencé à passer parfois au garage, pas de façon agaçante, juste pour déposer un café à tout le monde, dire bonjour. Les gars l'adoraient. Dave, qui est d'habitude le type le plus grincheux du monde, souriait quand elle arrivait. Un jour, elle est venue avec un air inquiet, sa voiture faisait un drôle de bruit. Sans réfléchir, j'ai pris mes outils et je l'ai suivi pour vérifier. Je l'ai réparé sur place, dans le parking du café, c'était juste une courroie desserrée. Elle a voulu me payer, mais j'ai refusé. Le lendemain, elle m'a apporté un déjeuner qu'elle avait préparé elle-même. Rien d'extraordinaire, juste un sandwich et des chips, mais c'était gentil, tu vois? Pas de reproches sur mes mains sales ou mes taches de graisse, pas de critique de mon métier de mécanicien. On a commencé à passer plus de temps ensemble. Elle venait étudier au garage pendant que je bossais sur la Mustang, elle me parlait de ses cours, de ses projets après l'école. Moi, je lui racontais les voitures sur lesquelles je travaillais, mes idées pour l'avenir du garage. Le truc, c'est qu'elle écoutait vraiment. Elle posait des questions, retenait des détails de nos conversations passées, et jamais elle ne m'a fait sentir que mon travail n'était pas important ou que je devrais faire autre chose de ma vie. Un samedi, je lui montrais encore la Mustang. Elle s'est assise au volant, a passé ses mains sur le volant que mon grand-père avait tenu des milliers de fois. « Parle-moi de lui », dit-elle doucement. « Ton grand-père. » Alors je l'ai fait. Et là, elle me dit, « Il serait très fier de ce que tu es en train de faire. » Juste comme ça. Simple et honnête. Pas une grande déclaration, pas une tentative de me pousser à changer de carrière, juste une reconnaissance sincère de la valeur de ce que je faisais. C'est là que j'ai compris. Voilà quelqu'un qui me voyait, vraiment me voyait, et aimait ce qu'elle voyait. Elle n'essayait pas de me changer ou de m'améliorer, ni de me pousser à devenir quelqu'un d'autre. Les gars au garage l'ont remarqué aussi. Paul m'a pris à part un jour et m'a dit, « Tu souris à nouveau, mec. » Genre vraiment. Et c'était vrai. Pas parce que Mia était une fille parfaite ou parce qu'elle me réparait après Sarah, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, je me sentais moi-même. Avec de la graisse sous les ongles, des déjeuners simples, la restauration de la Mustang et tout le reste. Le meilleur dans tout ça, Mia était aussi authentique que moi. Pas de titre de poste-tape à accent grave-l'œil, pas de vêtements de marque, pas de faux semblants. Juste une étudiante bosseuse qui apporte du café aux mécaniciens et qui n'a pas peur de se salir les mains. Après Sarah, je pensais que je ne pourrais plus jamais faire confiance à quelqu'un comme ça. Mais Mia, elle a rendu ça facile. Pas avec de grandes promesses ou des gestes spectaculaires, juste en s'intéressant sincèrement à qui je suis, pas à qui elle voudrait que je sois. Et ouais, ça fait 2 mois que tout a explosé avec Sarah. La Mustang est enfin terminée. Chaque boulon, chaque panneau, chaque pièce exactement comme mon grand-père l'aurait voulu. Mia était là quand je l'ai démarrée pour la première fois, assise côté passager avec un énorme sourire.
Le moteur a rugi comme s'il attendait juste le bon moment pour chanter à nouveau. Plus tard ce soir-là, on l'a conduite chez mes parents pour le dîner du dimanche. Ma mère, en nous voyant arriver dans la voiture de mon grand-père, s'est mise à pleurer de joie. Mon père a juste hoché la tête. Ce hochement discret, fier, qui dit tout sans mots. Le père de Sarah était là aussi. Ouais, on garde le contact. Il est plus de ma famille maintenant que Sarah ne l'a jamais été. En parlant de Sarah, le karma leur est tombé dessus, à elle et à Marc. Apparemment, Marc ne trompait pas qu'avec Sarah. C'était son habitude avec les nouvelles employées. Sarah n'était que la dernière d'une longue liste. Sa femme l'a découvert de la manière la plus publique possible, elle l'a surpris avec une autre jeune cadre lors de la fête de Noël de l'entreprise. Dans son bureau. Toute la boîte a vu le scandale. Sa femme l'a détruit au divorce, maison, voiture, la plupart de son argent. Encore mieux, elle possède maintenant la moitié des parts de son entreprise, parce qu'il a été assez idiot pour ne pas faire de contrat de mariage. Elle siège au conseil d'administration et sa première décision a été de le virer. Le gars bosse maintenant dans une petite société de conseil dans un autre état. Personne dans le milieu ne veut de lui. Sarah a essayé de se faire passer pour une victime quand tout est sorti. Il m'a manipulé. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Mais 3 autres femmes ont parlé, et tout le monde a appris que Sarah connaissait au moins l'une d'entre elles. Plus aucune crédibilité. Elle a été rétrogradée, puis quasiment forcée de démissionner. La dernière nouvelle que j'ai eue de sa mère, c'est que Sarah bosse à un poste subalterne dans une toute petite boîte, gagne moins qu'avant sa promotion qui avait déclenché tout ça. Elle vit à nouveau chez ses parents parce qu'elle n'a plus les moyens de son appart luxueux. Tous ses vêtements de marque qu'elle avait achetés, elle les revend en ligne pour payer son loyer. Sa mère dit qu'elle fait une introspection. Bien sûr. Maintenant que le job prestigieux et le petit ami marié ont disparu, elle a tout le temps du monde pour réfléchir. Pendant ce temps, ma vie est plutôt belle. Mon patron parle de faire de moi son associé au garage, dit qu'il devient trop vieux pour tout gérer lui-même, et que je suis le seul en qui il a assez confiance pour perpétuer son héritage. Les affaires cartonnent. Beaucoup de clients préfèrent les mécaniciens honnêtes qui ne cherchent pas à les arnaquer. Donc ouais, voilà où j'en suis aujourd'hui. Parfois, le meilleur karma, ce n'est pas quand de mauvaises choses arrivent à ceux qui t'ont blessé. C'est quand de bonnes choses t'arrivent à toi. Parce que tu es resté fidèle à toi-même. Merci d'avoir lu cette longue histoire, tout le monde. Vos commentaires et votre soutien comptent énormément. Un grand clin d'œil aux autres mécanos qui partagent des histoires similaires. On travaille peut-être avec nos mains, mais ça ne nous rend pas moins dignes de respect. Continuez à tourner ces clés, frères.